Anne, venez, on va dire 2 mots sur tout ce que nous avons appris. Donc, nous sommes partis de Borges, lecteur universel, et ses rapports avec la Chine. Et c'est une confrontation, un dialogue entre 2 visions de l'univers. L'une qui part de la bibliothèque envers le monde, l'autre qui part du monde vers les bibliothèques. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus aujourd'hui, Anne, vous qui avez cette connaissance extraordinaire justement des méthodes de la pensée chinoise? Non, j'ai aucune connaissance extraordinaire. Enfin, je suis. Mais pour moi, c'est extraordinaire parce que je n'ai aucune. Non, enfin moi, je dois dire que je suis vraiment très très contente qu'on ait eu cette idée d'organiser ce colloque, parce que je m'attendais pas à avoir des approches toutes aussi différentes. Oui. Je veux dire, sans se concerter. Tous les intervenants aujourd'hui, 8 au total, ont vraiment abordé la question de façon très très différente, tout en se recoupant à de nombreux endroits. Alors évidemment, le papillon, il nous a suivis toute la journée, le papillon. Mais même là, en fait, le papillon, bon, enfin... là aussi, vu et interprété de façon très, très, très différente. Alors, disons que moi, j'ai été quand même assez frappée par l'affirmation assez iconoclaste de Enrique Larreta que Borges, au fond, n'est pas un écrivain argentin. Effectivement, enfin, on a véritable. Je crois qu'il nous a montré de façon assez convaincante que justement les circonstances dans lesquelles Borges a vu émerger dans son imaginaire donc la Chine. C'est-à-dire donc sur fond de Première Guerre mondiale, sur fond de crise de la conscience européenne, etc. Il a vu émerger justement cette Chine en l'abordant avec justement en fait un fond philosophique qu'il a acquis véritablement en Europe et non pas du tout en Amérique latine. Enfin. Mais Borges lui-même a répondu à cela parce que dans les années 30-40, il était accusé de ne pas être argentin, donc il a répondu avec un texte qui s'appelle « L'écrivain argentin et la tradition », où il a dit qu'il ne se sentait pas dans l'obligation d'écrire le paysage national, les lieux communs d'un endroit. Et il a cette phrase extraordinaire que le professeur Aiking a citée sur la preuve que le Coran est un livre arabe, c'est qu'il n'y a pas de chameau. Et de là, il conclut en disant que l'écrivain argentin est un Argentin parce qu'il est né en Argentine et que c'est finalement une profession de foi et que l'écrivain argentin sera universel ou ne sera pas. Et c'est vrai, je crois, pour les écrivains de tout le monde. Le passeport ne vous donne une entrée spéciale à la bibliothèque de Babel. Oui,
Oui, oui. Et là, justement, en fait, on rejoint la thématique de la muraille, enfin, du dernier exposé de M. Fati. C'est-à-dire que la bibliothèque, en fait, elle ne peut exister qu'à l'intérieur de murailles, parce qu'elle elle est protégée du monde, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est elle qui dissout toutes les murailles, précisément. Donc c'est ça un peu je ne sais pas si je vous ai bien compris, hein, parce que votre exposé était très, comment dire, abstrait. Hein, bon. Mais surtout à propos de ça, Borges signale que historiquement, l'empereur qui construit la muraille fait détruire tous les livres avant lui, et il donne certaines théories de pourquoi ça se fait, mais il dit que ceux qui sont trouvés à garder des livres sont condamnés à construire la muraille comme une preuve d'une tâche aussi inutile que celle de construire une bibliothèque. La muraille est en quelque sorte le symbole de la bibliothèque qui est détruite. La bibliothèque qui est détruite est le symbole de la muraille. Oui, c'est ça, oui. Je crois que c'est à peu près Borges ça. signalait à ce propos, parce qu'il aimait beaucoup citer Bernard Shaw, une citation de Caesar and Cleopatra, où Antony and Cleopatra. C'est la pièce de Shaw. Ah, de Shaw, oui, d'accord. Et donc, où il dit que heureusement la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, parce que sinon nous serons comblés de ce poids de l'histoire encore plus. Et Borges a prouvé de ce sentiment. Oui. Donc, oui, enfin, justifier effectivement la destruction des livres, c'est un peu dur pour nous, mais au fond, c'est un peu... là, je regarde en direction de Nicolas Idier, qui a beaucoup travaillé sur la pensée de Pierre Ryckmans, alias Simon Less, qui justement expliquait que les Chinois entretiennent avec leur passé un rapport assez particulier, dans la mesure où ce n'est pas un rapport qui est fondé sur la matérialité. C'est-à-dire que vous avez assez peu de monuments architecturaux en Chine, parce que tous les comment dire, les bâtiments, les temples, etc., sont construits dans des matériaux périssables, du bois, etc. Et que donc, en fait, les Chinois attachent peu d'importance, justement, en fait, à cette matérialité, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, enfin, partout ailleurs, d'ailleurs, en Égypte, enfin, dans la Rome antique, etc. Et que donc, le passé vit au fond dans la mémoire chinoise. Oui. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que dans la récitation des poèmes, des textes, etc. Donc c'est ça qui est plus important que d'avoir en fait des signes matériels, justement, des vestiges matériels du passé. Et Borges croyait à cela. Il voyait la culture universelle, il voyait la littérature comme justement construire sur le mot qui nous ont été laissés, et utiliser ces mêmes mots pour construire quelque chose de nouveau. Donc Pierre Ménard encore, parce qu'il s'opposait à l'idée qu'il trouvait ridicule. Il trouvait ça surtout dans le contexte de la littérature française, les batailles des écoles, les grands noms qui faisaient
de conciliabules, les académies des lettres, tout ça, ça ne l'intéressait pas du tout, parce qu'il voyait ça comme quelque chose qui disparaît, tandis que notre tâche en tant que lecteur et en tant qu'écrivain, c'est de construire sur les mots qui nous ont été légués. Bien. Des impressions, des commentaires, oui, Enrique.